Bonjour, bienvenue sur Mobility TV pour parler aujourd'hui de véhicules d'occasion et surtout de leur prix, de comment on va estimer au mieux le prix de ces véhicules d'occasion. Pour m'aider sur ce sujet, Berislav Kovacevic, notre bonifieur Solutions VO. Merci d'être là à vous, Berislav. Bonjour, bonjour. Sur ce plateau également Thomas Boiral, PSA Retail. On va voir l'intérêt aussi pour vous des solutions apportées notamment par nos deux autres invités autour des VO, des voitures, des véhicules d'occasion. Emmanuel Labi, directeur général d'Autobiz. Bonjour et bienvenue. Et puis Adrien Pellegrini, Blue DME. On parlera, bonjour à chacun à votre tour de ce que vous faites. Peut-être pour poser quelques bases, Berislav, les VO, c'est un marché évidemment majeur. 900 000 annonces en permanence. Donc il faut évidemment pas se rater, bien préparer aussi chaque annonce, chaque véhicule. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Alors il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés ces dernières années avec la montée en puissance du digital. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait 100 000 annonces en ligne. Depuis quelques années, on a notamment sur la plateforme du Bon Coin 900 000 annonces. Toute ancienneté, l'âge moyen c'est 9 ans en France. On a des voitures de 15 ans, on a beaucoup de voitures de moins de 5 ans. Plutôt celles qu'on réserve aux professionnels, c'est plutôt les moins de 5 ans dans les réseaux primaires. Et c'est vrai que depuis la nuit des temps, et bon, si on avait été dans une autre émission de télé, on aurait pu parler du juste prix. Le juste prix en VO, c'est compliqué. En VL, on a des prix catalogues. Alors certes, pas forcément respectés au moment de la vente, parce qu'il y a quand même des remises. Mais en VO, il n'y a pas de prix catalogue. Il y a énormément de paramètres, kilométrage, ancienneté, état, couleur, options, et c'est quand même pas facile d'être dans un système mécanique, mathématique ou statistique qui permet d'être précis, qu'on soit à Lille ou à Marseille en passant par Lyon. C'est vraiment une gageure. Et justement, sur les différents critères, on peut peut-être commencer avec vous, Emmanuel Labi, sur Autobiz. Qu'est-ce que vous proposez et de différent que peut-être la cote Argus telle qu'on la connaît, une cote plus statistique? Oui, en effet, nous, on a eu cette chance d'être les premiers en Europe à partir de 2007 à mesurer les prix des véhicules d'occasion à travers des modèles transparents et statistiques, à savoir à travers les petites annonces sur Internet. Donc en 2007, on a commencé sur la France, on est une entreprise française, et depuis, on a développé cette méthodologie-là dans aujourd'hui 23 pays en Europe. Plus d'une vingtaine de pays. Avec alors, du coup, quel type de critères qui vont être vraiment pris en compte, les choses à vraiment ne pas rater pour être au plus juste, encore une fois, au plus juste prix? Alors, il y a énormément de critères. Nous, on a aujourd'hui plus de 40 personnes en R&D qui travaillent pour améliorer les algorithmes, pour améliorer notre façon aussi, par exemple, de dédupliquer les informations. Pourquoi ? Parce qu'une annonce, aujourd'hui en France, elle apparaît sur le Bon Coin, sur la Centrale, peut-être sur Ouest France. Et donc, il faut être capable, ne serait-ce que ça, et ça a l'air simple, mais c'est une gageure, de pouvoir savoir que c'est la même voiture, in fine, et ne la compter par exemple qu'une seule fois. Oui, parce que les descriptifs des véhicules ne sont pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes référentiels. Pas les mêmes photos, pas les mêmes... les véhicules peuvent être français, voire étrangers. Alors quand on dit ça, c'est au moment de leur immatriculation, parce qu'on sait qu'ils sont souvent étrangers en termes de production industrielle. Et c'est vrai qu'il suffit d'un changement d'option pour, par exemple, notamment quand on va sur des marques un peu plus premium, changer complètement la valeur d'un véhicule. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui les outils statistiques, parce que moi je connais encore beaucoup de chefs de vente VO qui en doutent, sont suffisamment pointus pour tenir compte de l'ensemble des paramètres, Emmanuel, pour répondre, parce qu'eux ils disent que a priori les outils statistiques font des moyennes de moyennes et que ça n'est pas forcément précis. Alors, ce genre de réaction, on l'a eu longtemps. Oui. Aujourd'hui, quand nous on regarde, alors nous on aime bien les chiffres, parfois on est un peu les gens, on est un peu les matheux. Oui, ça fatigue un peu. On est les gens qui n'avons pas vendu des voitures nous dans notre vie, ce qui est en partie vrai. Oui. En revanche, nous on fait de la big data, on fait de l'intelligence artificielle, et nous ce qu'on voit, c'est que quand on compare réellement aux ventes, au prix de vente réel, nos valeurs, elles sont selon les cas entre 98,5 et 101% de la valeur réellement vendue par le professionnel. D'accord. Et cette marge-là, aujourd'hui, finalement... vous êtes dans une marge de précision de 2-3%. Et c'est même pas une marge de précision. En fait, ça dépend de la stratégie de la personne qu'on a en face de nous. On a des gens qui sont très offensifs et qui vont vendre à 98,5% de notre valeur, parce qu'ils sont sur des rotations rapides. Et vous avez des gens
ils vendent à 101%, parce que ce sont des gens qui veulent vendre avec un premium, parce qu'ils ont eu un savoir-faire local. Ils ont une marque, y compris locale. De plus en plus de groupes je rebondis font des sur marques ces valeurs locales. parce que Emmanuel, quand vous dites des gens, je crois savoir que PSA Retail utilise en partie vos algorithmes, voire beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez dans l'agressivité à 98,5 ou à 101, Thomas ? Alors, bonjour d'abord, c'est tout à fait le cas. Effectivement, nous, on a comme prix de référence aujourd'hui Autobiz, qui est un prix de marché, qui est notre prix référence, mais on a décidé, au-delà de ce prix Autobiz, de pouvoir adapter notre propre stratégie. Notre propre stratégie, ce serait compliqué de dire qu'on a une stratégie plutôt offensive ou plutôt défensive. Je dirais plutôt qu'on a une stratégie qui est adaptée aux produits que l'on vend. Et de façon assez intuitive, on va essayer et on va réussir, je l'espère, à vendre un véhicule Peugeot ou Citroën plus cher que ce qu'on va réussir à vendre un véhicule d'une autre marque, ne serait-ce que parce que nous sommes PSA Retail, distributeur des groupes, des marques du groupe PSA avec Opel et DS évidemment. Donc on a une stratégie qui est plutôt adaptée à la typologie de produit, donc à sa marque, et puis à beaucoup d'autres critères par ailleurs. Thomas Boiral, vous êtes donc responsable du sourcing, du pricing chez PSA Retail, le troisième groupe sur le secteur en France. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce type de solution, par rapport à, je sais pas, ce qui pouvait exister il y a 7-8 ans ? Juste pour donner un peu de contexte, nous on a des ambitions VO qui sont très fortes, parce que le marché est là, c'est un marché qui est très fort, et parce qu'on partage avec PSA cette ambition de devenir un acteur majeur du véhicule d'occasion. Dans ces ambitions, et pour nourrir ces ambitions, on s'est aperçu que le pricing était un des facteurs clés de succès et de réussite sur le marché du véhicule d'occasion. Si le produit est beau, qu'est-ce qui va le distinguer d'un autre Tout pour à fait. pouvoir faire tourner la trésorerie du groupe, j'imagine, le plus vite possible. Alors, il a la nécessité d'être beau, mais ça ne suffit pas, et le pricing est un critère très important. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'harmoniser et de professionnaliser le pricing. On avait jusque-là des stratégies et des outils qui étaient relativement différents au sein de nos affaires. On a décidé vraiment de professionnaliser ça. Ça, vous l'avez harmonisé dans tout le groupe aujourd'hui ? On l'a harmonisé dans tout le groupe au sein de la France, et on va le déployer petit à petit au travers de nos pays PSA Retail en Europe. Et nous, on a essayé de faire quelque chose un petit peu, je dirais le meilleur des deux mondes, un peu comme le disait Emmanuel, à savoir d'un côté de la data, donc vraiment des outils d'aide à la décision qui sont très puissants, mais on a maintenu quand même, via la création de postes de pricer au sein de nos affaires, ce côté humain qui va permettre de confirmer ou pas, mais la plupart du temps de confirmer ou d'affiner le prix d'un véhicule d'occasion sur le marché, et puis aussi ensuite d'installer ce qu'on appelle le pricing dynamique pour pouvoir toujours être bien positionné au niveau du marché et pour pouvoir, comme le disait Berislav, optimiser notre rotation. Alors justement, oui, pricing dynamique, pour bien comprendre quand on n'est pas un spécialiste, et de faire évoluer rapidement, s'adapter pour justement ne pas laisser stagner, entre guillemets, Exactement, c'est exactement ce que l'on fait. On essaie de changer les prix tous les 10 à 15 jours pour pouvoir être positionné de façon la plus fine possible sur le marché, et puis aussi pour éviter que nos véhicules vieillissent. Donc ça signifie qu'on a mis en place une stratégie de pricing très précise qui tient compte de plusieurs critères, dont l'âge du véhicule en stock, parce que pour nous c'est important et fondamental d'optimiser la rotation. Parce que Berislav, il y a un turnover très important, tout ça, ça fait partie de... Le marché bouge naturellement, même si on n'est pas expert. Ce qu'on peut voir, c'est que tous les mois, on a des statistiques de vente. Alors évidemment, tous canaux, entre les particuliers et les professionnels, d'environ 475 000 VO. Il y a 900 000 annonces, donc on sait que le marché bouge à peu près à 55 jours. Ouais. Donc si un professionnel garde ses voitures plus longtemps que la rotation naturelle du marché, ça peut déjà être un facteur aggravant de bon positionnement concurrentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la qualité de préparation, les photos, mais surtout le pricing qui permet d'être visible, parce que c'est quand même, dans toutes les études que l'on voit, c'est 64% de la décision d'un consommateur, c'est le prix. Donc si le pricing n'est pas affûté, ajusté régulièrement, ça peut être effectivement assez catastrophique sur la rentabilité du service VO. Et eu égard au contexte actuel, des baisses de marge sur le véhicule neuf et aux investissements des constructeurs en la matière, tout le monde a peur et tout le monde a besoin de marge sur le VO. Donc le pricing devient de plus en plus stratégique, comme le disait Thomas. Adrien Pellegrini, on va vous donner la parole pour Blue DME. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce commercial augmenté, comment on arrive à justement
améliorer les performances tout simplement d'un moteur. En fait, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on vient de se dire. En effet, le prix de marché est très important, comme le font Autobiz. Et après, la stratégie en fait métier est très importante aussi. Et en effet, donc la rotation moyenne 55, on va avoir selon les groupes. En France, ça va aller à 30 le minimum à peu près en rotation moyenne jusqu'à 65 jours. Ouais. Quelques groupes ont un petit peu au-dessus, mais on va pas le dire. On va pas les citer. Beaucoup sont au-dessus de 75. C'est très gentil pour eux, Adrien. Ceux que j'ai rencontrés en coup de cas annoncent ça. Il y a plusieurs problèmes là-dessus. L'annonce et si on est sur 30 jours, c'est trop court. Voilà, ça il faut le dire, c'est trop court, ça veut dire qu'on va privilégier la rotation, c'est bien, mais par contre la marge, on va sentir des baisses de marge. Si on est sur 75, on l'a dit, c'est beaucoup trop long et on immobilise trop les véhicules. Nous, en fait, donc le commercial augmenté, c'est qu'on va lui rajouter un petit assistant virtuel que nous on a nommé Tony, voilà, et on l'a personnalisé, un petit robot bleu, qui va lui donner tous les jours les bonnes actions à faire sur les prix de ses véhicules. Alors les bonnes actions, comment on les détermine ? Donc on va avoir aussi donc un prix de marché pour voir l'évolution du marché, mais nous on va avoir accès aussi aux données digitales de nos clients, notamment donc notre plus gros client est Émile Frey, France, donc autosphère.fr. On va avoir donc toutes les recherches, toutes les vues en fait des véhicules sur autosphère.fr, ce qui va nous permettre de calculer de la popularité des véhicules et donc d'adapter le pricing en fonction de ça. Et donc l'idée c'est de pas avoir un prix statique, et en effet de partir sur un prix dynamique et grâce à la data. Et donc chaque semaine, quand je dis chaque semaine, c'est tous les 4 jours au minimum s'il a vraiment pricé trop son véhicule ou trop bas, ou tous les 15 jours, il va obtenir une recommandation de prix. Attention, ce véhicule est mal pricé, soit trop bas, ça peut arriver, soit trop haut, et s'il est trop haut, il faut le baisser rapidement pour essayer d'optimiser la rotation. Ça c'est vraiment très important parce que la plupart des grands patrons de groupes de distribution ont toujours peur en fait de brader ou de vendre trop cher, parce qu'effectivement on casse de la marge et on ne peut pas non plus acheter des voitures à des prix trop bas, sinon on n'achète plus de voitures. Donc on est dans un contexte ultra concurrentiel et on ne sait jamais où est la bonne tendance. A priori, les Américains, les Anglais qui ont les meilleures rentabilités au monde, qui servent de benchmark à beaucoup de gens, eux souvent tournent dans les 42-48 jours. Donc ça confirme les propos à l'instant d'Adrien. Et puis l'idée, si je peux rajouter juste un petit mot, c'est que en effet le prix il va être très très mouvant, et puis selon le contexte géographique, ainsi de suite, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est bien d'essayer de tenter peut-être d'être en tout cas assez haut au départ, et puis après de réduire le prix pour être plus agressif sur la fin. Enfin, faut vraiment avoir cette stratégie, il faut vraiment voir en fonction du contexte, s'il y a une grosse flotte qui est arrivée, l'offre et la demande. L'offre et la demande, ainsi de suite. Et puis dernier point, et pour rejoindre... Et là vos algorithmes actuels permettent de faire ça. Complètement. Facilement. Les tests sont éprouvés. Complètement. Si pour citer quelques... Sans citer de chiffres trop secrets, vous avez amélioré des durées de détention chez Émile Frey. Moins 15%. En 15% de la durée. Je ne reviendrai pas leur durée, mais moins 15% entre le début de c'est significatif. C'est significatif. Voilà. Okay. Et un deuxième KPI, c'est quand on augmente le prix du véhicule, 9 véhicules sur 10 sont vendus en moins de 15 jours. C'est-à-dire que si on dit le prix est trop bas, ça se vend quand même plus cher. Donc c'est directement de l'argent qui va dans la poche du concessionnaire. Il faut savoir remonter son prix. Parce que des négociants, et il y en a quand même encore pas loin de 20 000 en France, s'amusent souvent à carrément arrêter l'annonce, parce qu'ils les gèrent en manuel des fois, ils n'utilisent pas des gros logiciels de groupes de distribution, et ils remettent la voiture plus chère, et en fait elle part plus vite parce qu'ils ont arrêté de la brader pour la remonter. Là statistiquement ça a du sens aussi. Ça peut avoir du sens pour voir le contexte. De façon, complètement. D'accord. Emmanuel Labie, pour ce que peut apporter Autobiz, qu'est-ce que ça aura de différent, comme des sites assez connus comme La Centrale, la recherche manuelle un peu classique, moi je mets mes critères, etc. Voilà, qu'est-ce que ça apporte de différent et peut-être de plus cohérent, je ne sais pas, qu'une recherche qui peut avoir nos propres biais, qu'est-ce que justement ça peut gommer? Alors, ça gomme un certain nombre d'éléments, trois principaux. Le premier, et qui va un peu dans le sens de ce que dit Adrien, c'est que nous, au quotidien en France, on analyse plus de 2 millions d'annonces et il est un peu plus de 900 000 véhicules dont nous a parlé Berislav. Il faudrait mettre quelques chefs de vente autour de la table pour y arriver. Ça, c'est tous les jours. Et ça permet à quoi ? Au quotidien, chaque jour, de pouvoir comparer véhicule par véhicule votre concurrence locale sur exactement ce véhicule-là, à quel prix se situe, est-ce qu'ils ont bougé leur prix, est-ce que typiquement, comme l'a très bien dit Adrien, du jour au lendemain, il y a X dizaines de milliers de véhicules similaires qui sont arrivés sur le marché pour des raisons plus ou moins obscures. Donc, vraiment, c'est en temps
réel, savoir ce qui se passe sur votre Et marché. puis c'est plus national, ça devient local. Tout à fait. Ouais, Il y a des marchés qui sont nationaux. On croyait qu'il y avait des prix nationaux. Ouais. Quand on avait des cotes mathématiques, il y avait un prix national de Lille à Marseille. On sait que c'est pas forcément vrai. En tout cas, on a beaucoup de contre-exemples, y compris au sein du réseau PSA Retail. Il y a quand même 140 établissements. On voit des écarts de réalité, de prix, suivant les affaires, ou ça se lisse? Alors en fait, j'ai tendance à dire que ça se lisse, même si évidemment et effectivement on a quand même des spécificités locales. On pourrait prendre l'exemple un peu caricatural, mais pourtant vrai, du cabriolet qui va probablement mieux se vendre à Nice que dans d'autres régions. Qui sont souvent plus cher dans le nord, par contre. C'est vrai, mais qui probablement en volumétrie va se vendre plus dans le sud. Donc oui, il reste des spécificités locales. C'est d'ailleurs, et encore pour cela, qu'on a décidé de maintenir des humains qui donnent des prix, des pricers humains, toujours et encore une fois aidés par des outils d'aide à la décision qui sont forts. Mais globalement, on voit que les prix se lissent, et aussi on voit que les clients sont de plus en plus à même et capables de se déplacer pour aller acheter un véhicule qui serait probablement plus loin de chez eux, parce que ils sont eux aussi tout à fait capables de faire une recherche sur la centrale et d'avoir des critères qui sont relativement larges en termes de géographie, et qui sont donc susceptibles d'aller chercher un véhicule qui les intéresse particulièrement à 300, 400 km de chez eux parfois. Et après, il faut aussi parfois expliquer à quelqu'un qui va dire moi j'ai vu cette annonce, mais du coup à l'autre bout de la France à ce prix-là. Il faut aussi faire ce travail-là d'explication. C'est pas parce que ça existe à un endroit que c'est forcément le cas partout. Oui, tout à fait, d'explication. Le temps, le coût de déplacement, ça compte. Hein. Tout à fait. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi, quels sont les services apportés par le concurrent dont on parle. Oui. Aujourd'hui, on a chez PSA Retail des garanties qui couvrent les clients et qui les mettent en sécurité. Ce ne sera pas forcément la même chose chez un distributeur VO plus classique ou qui ne bénéficie pas de ces garanties, de ce réseau et de ce maillage en France. Donc évidemment, tout cela, ça compte. Et c'est d'ailleurs aussi très régulièrement pris en compte dans notre pricing à nous, PSA Retail, et c'est notamment sur des tranches de prix, sur les petits prix, sur lesquels on va être pas sur une stratégie offensive, mais sur une stratégie de valorisation de nos services, et donc probablement plus cher qu'un particulier ou qu'un distributeur VO local qui apporterait moins de services pour les clients. Le recul que vous avez, Thomas, parce que souvent les professionnels se plaignent du fait que on appelle un package. Il y a plusieurs labels, il y a 35 labels qui existent, il y en aura un peu moins chez PSA dans pas longtemps, mais on amène des labels. Le contenu est difficilement quantifiable et chiffrable pour le client, et on trouve des annonces de professionnels pas forcément plus chères que celles de particuliers, alors que la voiture n'a pas été nettoyée en profondeur, la voiture n'a pas forcément été révisée, elle n'est pas garantie, et pourtant les particuliers vendent leur voiture aussi cher que les professionnels. Alors c'est des vues de l'esprit, c'est du feeling. Aujourd'hui, vous avez les algorithmes qui vous permettent de dire ça y est, les labels sont mesurables en termes de valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, nous, ça c'est quelque chose qu'on mesure. Ouais. Merci Berislav d'avoir posé cette question-là. Pour les pros, qui est fondamental. Aujourd'hui, on fait de l'investissement rentable. Aujourd'hui, nous, ce qu'on mesure, c'est pas une valeur de marché, c'est à minima 3 valeurs de marché. La valeur de marché d'un professionnel vers un particulier, la valeur de marché particulier à particulier, il faut toujours l'avoir en tête, et très important, la valeur de marché d'un professionnel de la marque. Donc je suis un concessionnaire DS, je vends une DS, est-ce que je la vends plus cher? En moyenne, on voit que selon les marques, il y a toujours un premium. Et ce premium, il peut être différent selon les marques. Ça peut aller jusqu'à combien de pourcents? Ça peut aller jusqu'à 3, voire 4% des... 3-4% de la valeur de la voiture, ça peut payer le coût du label, l'investissement. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec un certain nombre de constructeurs sur ce sujet-là, pour optimiser la valeur de ce label-là. C'est tout à fait naturel qu'un concessionnaire d'une marque puisse vendre son véhicule d'occasion légèrement plus cher. Oui, c'est au-delà du juste prix. L'autre blague, c'est le rapport qualité-prix. Mais c'est pas une blague, il faut pouvoir le mesurer. Tout à fait. Adrien Pellegrini, un mot, j'avais envie de savoir si, avec cette nouvelle solution que vous proposez, c'était compliqué de faire comprendre que oui, ça peut être utile, parce qu'on se dit non, moi j'ai mes habitudes, ça marche très bien. Voilà, il faut faire un peu de pédagogie et de preuves que ça... Ouais. Oui, c'est plus dur. Voilà, pour être très franc, c'est plus dur. Changement d'habitude. Nous, on a rappelé quand même que les chefs de vente, Adrien, c'était quand même les maîtres des lieux sur le prix. C'était leur force première. Et ils ont l'impression qu'on les vide de leur substance. Ils résistent. Alors oui et non, mais en fait c'est toujours les maîtres des lieux. C'est que nous, notre solution, elle va pousser des recommandations d'action. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pousse une recommandation, le chef de vente, le RVO, le vendeur VO peut refuser. Ce qu'on lui demande, c'est à chaque fois qu'il refuse, c'est de nous dire pourquoi.
Voilà. D'accord. Pourquoi il a refusé? Parce que c'était un véhicule frontalier, donc il y avait un GPS dans la voiture, alors que nous on l'avait pas vu. C'est possible. Voilà, nous on n'a pas la science infuse. Donc c'est vraiment de l'aide. On va l'aider vraiment au quotidien. Par contre derrière, voilà, il peut dire non, il peut dire oui, on préfère. et donc on va l'aider. Donc l'idée c'est voilà, lui expliquer comment ça marche, lui soulever le capot, hein, si vous me permettez un peu l'expression, soulever le capot des algorithmes et lui dire que si jamais il n'est pas content, il va pouvoir dire je ne suis pas content, comme il pourrait le dire à un humain à côté de lui. Oui, c'est de l'aide à la décision encore un peu plus amplifiée. C'est exactement Vérifie ça. bien que tu peux justifier ce prix, qu'il est justifiable, etc. Complètement. Nous, nos KPIs de performance à nous, c'est principalement le taux d'application. Voilà. Au-delà du bon prix. Pour comprendre le taux d'application. Alors, le taux d'application de nos recommandations. C'est-à-dire qu'au-delà du bon prix qu'on pousse, nous, ce qu'on veut, c'est que le RVO, le chef de vente, l'applique. C'est ça notre but. Alors après, est-ce que c'est le bon prix par rapport au marché? Ça, on voit aussi les ventes avec les KPI que j'ai cités tout à l'heure. Par contre, ce qui nous importe vraiment, c'est que le chef de vente ne se sente pas en danger, n'ait pas peur de cet outil, que ça soit automatisé. Non, on a besoin de lui, on a besoin de son savoir-faire, de son savoir-faire métier. C'est important et donc c'est lui qui va aussi adapter ça. Et donc forcément, même nos prix vont être adaptés avec ses retours si on se trompe ou si on se trompe pas. Oui, on reste dans l'aide à la décision et on laisse la main quand même aux professionnels expérimentés, mais ça renforce leur professionnalisme justement. Exactement, on les pousse énormément, surtout quand ils voient les KPIs. Par contre, en effet, on n'a pas la science infuse. Le métier du VO, c'est un métier qui est quand même complexe. Donc on a besoin d'eux, on a encore besoin d'eux. Peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose, hein, mais aujourd'hui, on a vraiment encore besoin d'eux pour améliorer tous les systèmes. Voilà, on a vu qu'on se rapproche du juste prix. Merci à tous les quatre d'être venus ici sur le plateau de Mobility TV. À très bientôt.